Les établissements scolaires comme les universités et les cégeps génèrent beaucoup de déplacements dans une ville comme Québec. Et ça a un impact sur le niveau de bruit. Mais quand ces établissements-là se mettent au vert et qui misent sur la mobilité durable, comme le transport en commun, le vélo et la marche, eh bien, ça fait toute une différence. C'est le pari qu'a pris le cégep Garneau, qui a mis en place au cours des dernières années plusieurs mesures pour réduire son empreinte écologique. Et comme il le dit si bien, ils le font un pas à la fois. Bonjour, M. Roy. Bonjour. Le cégep Garneau s'est investi depuis 2015 dans un plan de gestion des déplacements. Expliquez-moi, c'est quoi ce plan-là? Alors, c'est vraiment une orientation qui a été prise en lien suite à l'invitation de la Ville de Québec aussi, dans le cadre de son plan de développement durable, de déplacement. Et on a dit oui, que nous aussi, on voulait jouer notre rôle de citoyen, on voulait diminuer notre empreinte écologique, rendre accessible aussi plus facilement le campus. Alors, c'est à partir de ça qu'on a commencé à réfléchir sur un plan de gestion des déplacements. Et la première étape qu'on a fait, ça a été de faire une enquête sur les habitudes de mobilité. On a fait ça en lien avec le RTC et une firme professionnelle, là, Apsis, pour connaître les habitudes de déplacement de notre clientèle, des étudiants, le personnel. Et parmi les constats importants, on s'est rendu compte, autant chez le personnel que chez les étudiants, c'était 20 de ces gens-là qui se présentaient au cégep par des moyens de transport actifs, vélo, à pied. Et aussi, chez nos étudiants, on s'est rendu compte que c'était 70 qui avaient un permis de conduire, 60 avaient une auto. Fait qu'on s'est dit, on a vraiment un rôle à jouer pour mettre en valeur davantage l'utilisation, entre autres, du transport en autobus. Et comment ça s'est traduit, ce plan-là? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce plan-là comme mesures concrètes? Alors, une des premières mesures, c'est qu'on a développé ce qu'on appelle le laissez-passer institutionnel. C'est qu'on permet à tous les nouveaux étudiants qui arrivent à l'automne ou à l'hiver pendant un mois d'avoir un laissez-passer gratuit. Alors, pour expérimenter le transport en commun. Vous avez eu aussi une préoccupation pour les étudiants, pour maximiser les déplacements des étudiants qui sont des gens qui sont en voiture. Oui, alors comme on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui utilisaient la voiture, on s'est dit comment on pourrait soit diminuer l'utilisation de la voiture ou favoriser un meilleur usage. Alors, une de nos premières actions, ça a été de s'allier avec Covoiturage, qui est un service de covoiturage. Et on se rend compte que le mois d'août, autant dans les 2 dernières années, là, il y a eu au-delà de 100 demandes de covoiturage. De plus, parmi les autres mesures pour favoriser le transport collectif, si on peut dire, on a offert 2 espaces de stationnement qui sont réservés maintenant à Communauto, que tout le monde connaît le service de Communauto. Alors, là aussi, on a remarqué en 2 ans, il y a eu une hausse de 7 de l'utilisation de ce service-là. Et c'est un service qui est offert autant pour les gens du cégep que pour les gens du quartier. C'était aussi une façon pour nous de répondre à notre mission d'être en lien avec le quartier, avec notre communauté, d'offrir et dédier ces espaces de stationnement-là pour ces 2 autos de Communauto. Le transport actif non plus n'a pas été laissé pour compte. Vous avez eu une priorité là, quand même dès le départ pour le transport actif. Oui, c'est sûr, quand on a réalisé autant que le personnel que les étudiants, 20 voyageaient à vélo ou à pied, une de nos premières actions, ça a été on a la jeune coop ProLibre chez nous, alors qui offre un service d'entretien des vélos. On a organisé un espace pour les vélos, un espace qui est couvert à l'année. On offre aussi des enclos sécurisés pour les vélos. Alors, on a vraiment voulu améliorer le service là, pour tous ceux qui voyagent en vélo. On a même installé, en plus des douches qu'on avait déjà au pavillon, au centre des activités physiques, on a ajouté des douches dans différents pavillons pour permettre aux gens, au personnel, là, de pouvoir voyager plus facilement à vélo. La jeune coop ProLibre a vraiment pris son envol avec le plan de gestion des déplacements parce qu'elle était à un endroit qui était un peu plus caché sur le campus. Là, on l'a mis en plein centre de sa clientèle cible. Donc, on a pu créer un atelier complètement équipé d'outils. Donc, comme on peut voir ici, là, on a Vincent Boutin, qui est notre président, qui est un étudiant ici, qui travaille sur un vélo. Et puis ici, on a nos postes de travail avec nos différents outils. Alors, les étudiants apprennent à gérer la coop
en rendant service à la communauté. Puis ça, c'est un service qui va être offert à tous les gens de la communauté collégiale et aux alentours du cégep. Donc, il s'agit d'être membre de la coop pour pouvoir avoir accès à ces services. Et il y a un engouement, c'est-à-dire que plus de gens, là, ça gagne à être connu, mais il y a quand même beaucoup de gens qui l'utilisent. Oui, de plus en plus, parce qu'évidemment, elle est visible maintenant. Donc, elle est visible même du devant du pavillon ici. On a mis différents éléments de promotion qui permettent d'attirer l'attention des gens. Et dans le cadre des services qu'ils vont offrir, bien, on va entreposer des vélos. Donc, pour les gens qui n'ont pas d'espace chez eux, on a des vélos en libre-service qu'on prête aux membres sur demande. Ils ont juste à présenter une carte en échange et nous, on les laisse partir avec un vélo. Et si on regarde ici à l'extérieur, bien là, on a tous nos conteneurs qui servent de support à vélo. Donc, il y a des qui sont équipés de support à vélo à l'intérieur. Là, c'est l'hiver, donc il y en a moins qui sont disponibles. Et on a aussi des casiers sécurisés où les gens vont carrément louer le casier. Ça va leur coûter un certain montant mensuellement. Et ils ont accès à leur casier, donc le vélo est complètement sécurisé à ce moment-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des espaces de stationnement. C'est-à-dire que quand vous avez créé tout ça, vous avez sacrifié quelques espaces de stationnement. En fait, oui, tout l'espace ici, c'était un stationnement qu'on a converti en zone vélo. Donc, c'est devenu un endroit qui est uniquement pour les cyclistes. Ouais. Et aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que ces services-là, c'est pas seulement aux étudiants et aux employés du cégep. Non, c'est offert aux étudiants, aux employés et aux membres de la collectivité. Donc, n'importe qui du secteur ici qui déciderait de se payer une carte de membre à la Jeune Coop Roue Libre pourrait avoir accès au service, de même qu'on va reconnaître les cartes de membre de la Coop Roue Libre de l'Université Laval. Donc, tout ça, c'est pour encourager le transport actif. Est-ce que vous voyez un effet, vous? Comment les gens vous en parlent de ce service-là? Bien, c'est sûr que maintenant, depuis qu'elle est plus visible, bien, il y a de plus en plus de monde qui vient. Les étudiants font plus de réparations, il y a plus d'échanges, il y a des gens qui s'intéressent à nous. Donc, évidemment, il y a des gens de l'extérieur qui viennent réparer leur vélo. Donc, il y a beaucoup de choses. Ça amène de l'activité dans le cégep, puis ça nous rapproche d'un des buts qu'on a ici, c'est de se rapprocher de la collectivité là, qui vit autour de notre cégep. Il y a un engouement chez les étudiants, il y a un engouement chez le personnel. Alors, on est vraiment dans une bonne voie. Et l'idée derrière ça aussi, c'est de créer des habitudes. Alors, il y a une mission un peu éducative là-dedans. Alors, c'est sûr, comme vous le disiez, il faut avoir une horizon sur du moyen terme pour voir des résultats à ce niveau-là. Et encore une fois, les étudiants sont non seulement avec nous, à côté de nous dans ces projets-là. Certains vont nous présenter sous peu un projet de jardin communautaire. Alors, c'est vraiment, oui, il y a les transports actifs, le plan de gestion, mais il y a vraiment un enjeu de développement durable là, qui est vraiment présent au sein de la communauté. Merci beaucoup. Une étude de l'Institut national de santé publique du Québec nous apprenait qu'au moins 640 000 personnes ont été exposées en 2014 à des niveaux de bruit environnemental nuisibles. Et comme partout ailleurs dans le monde, c'est le transport routier qui en est la principale source. Bien sûr, la pollution sonore, ça influence notre qualité de vie, mais ça a aussi un impact sur notre santé, comme nous l'explique le Dr Deshaies. Bonjour, Dr Deshaies. Bonjour, Mme Vaillancourt. On parle souvent de pollution atmosphérique, de pollution de l'air. Pourtant, il existe aussi la pollution sonore. Et c'est quoi cette pollution-là? Effectivement, je pense que c'est une nouvelle problématique, dans le fond, qui existe depuis longtemps, mais qui est de plus en plus à l'agenda. Dans le fond, c'est tout son qui peut nuire à la santé, soit qu'il dérange, il peut perturber notre sommeil, il peut perturber notre quiétude, ou il peut être dommageable pour la santé, parce qu'il y a plusieurs effets à la santé qui sont de mieux en mieux démontrés. Donc, au même titre que la pollution de l'air, pollution de l'eau, la pollution sonore est de plus en plus à l'agenda compte tenu de ses nombreux effets à la santé. Justement, quels sont ces effets-là sur la santé des gens? Alors, il y a beaucoup de littérature, et dont certaines assez récentes, là, qui montrent des effets bien étoffés sur les maladies cardiovasculaires. Ça semble étonnant, mais c'est bien démontré parce que le bruit est comme un stresseur qui peut déclencher la sécrétion d'hormones. Donc, à la longue, les gens qui sont exposés de façon chronique au bruit sont plus susceptibles de faire des infarctus, peuvent faire de l'hypertension artérielle. Et ça, c'est très bien démontré. L'autre gros effet qui est connu, c'est le dérangement qu'on appelle ou la nuisance. Alors, les gens qui sont surexposés au bruit
sont vraiment perturbés dans leur quiétude puis dans leur capacité de récupérer. Un autre effet qui est bien connu, c'est l'effet sur le sommeil. Alors, ça peut perturber le sommeil et causer des problèmes sérieux de type comme des gens qui souffrent d'insomnie chronique. Alors, c'est parmi les principaux effets, je dirais, bien connus. Il y a aussi le bruit des loisirs qui est bien connu. Donc, si les gens qui sont exposés de façon excessive à du bruit des loisirs, que ce soit disco, musique personnelle, certains loisirs bruyants, tirer la carabine, motoneige, il peut y avoir des problèmes d'audition à ce moment-là, soit une perte auditive ou des acouphènes qui peuvent être causés par une exposition excessive. C'est quoi une exposition excessive au bruit, par exemple? Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'on doit respecter certaines normes? Ou... Il y a des valeurs guides qu'on appelle, qui avaient été émises par l'OMS en 1999 et très récemment, en 2018, l'OMS Europe a émis de nouvelles valeurs guides très robustes suite à des nouvelles études qui ont été mises à jour. Alors, on a des valeurs guides assez précises pour les effets causés par le trafic routier, ferroviaire ou aérien. Et ce qu'on dit dans la documentation récente, c'est que les valeurs qui ont été générées en Europe seraient valides ailleurs sur la planète, donc pourraient s'appliquer au Québec. Au Québec. On a vu aujourd'hui 2 projets dans l'émission, la gestion des déplacements au Cégep Garneau et également une proposition de développement de quartier à Québec, 2 étudiants en urbanisme. Comment ces 2 projets-là peuvent avoir un impact sur la qualité sonore dans nos villes? Alors, je dirais que c'est des projets très intéressants et rafraîchissants. C'est intéressant de voir comment les gens... Alors, souvent, quand la lutte à la pollution sonore, qui, soit dit en passant, n'est pas le silence absolu. Hein. Ce qu'on veut, c'est des endroits favorables, avec une ambiance sonore favorable. Donc, souvent, ces projets-là, transport actif, davantage d'endroits verts, plus accessibles aux piétons, avec moins de circulation automobile, ça a plusieurs effets positifs, dont une diminution de la pollution sonore. Alors souvent, ça va diminuer la pollution de l'air, ça va favoriser l'activité physique, donc ça a de multiples bénéfices. Et il y a certaines études qui montrent qu'une ambiance sonore agréable, qui souvent va être combinée à une ambiance aussi visuelle, donc voir des arbres, entendre des oiseaux, donc des bruits de la nature, vont être favorables à la santé, générer une sensation plus de quiétude, de repos, parce qu'on est extrêmement sollicité, tant au niveau, je dirais, là, de nos activités quotidiennes, mais au niveau sonore, il y a beaucoup de bruit ambiant. Et à la longue, c'est ce qui donne des effets néfastes à la santé. Donc, ces projets-là sont fort intéressants parce qu'ils sont basés vraiment sur l'individu dans un environnement urbain plus favorable à la santé sur plusieurs éléments. Alors, tout ce qui est verdissement, sentiers pédestres, transport actif, va aussi souvent avoir un effet sur une diminution de la pollution sonore. Et il y a comme 2 aspects. Il y a de diminuer une surexposition qui peut être dommageable pour la santé, mais des endroits plus tranquilles aussi sont favorables à une meilleure santé. On est plus relaxé, moins d'anxiété, moins de stress. Donc, ça a de multiples effets bénéfiques sur la santé. On parlait beaucoup tout à l'heure de villes, hein? Vous parliez de transport automobile. C'est donc dire que l'aménagement des villes peut avoir un impact sur la pollution sonore. Absolument. Je pense qu'une des clés dans le futur, puis on espère un futur très prochain, c'est de tenir compte de tous ces éléments-là dans la planification urbaine, dans l'aménagement du territoire. Alors, il est clair qu'il y a plusieurs acteurs qui doivent être impliqués pour tenir compte de l'aspect de la pollution sonore, au même titre que ce qui est beaucoup à l'agenda, justement, plus de transport actif, diminution de la pollution, diminution du transport automobile. Alors, c'est des choses qui ne sont pas faciles parce que on s'est beaucoup développé sur le transport individuel par automobile, mais là, de plus en plus, on voit les différents effets négatifs que ça peut avoir. On parle beaucoup de la pollution de l'air, mais la pollution sonore est un autre aspect et on devra intégrer dans le futur la préoccupation de la pollution sonore. Alors, il y a beaucoup de connaissances là-dessus pour aménager, que ce soit les routes, les accès, avoir plus d'arbres, donc pour bloquer le bruit, diminuer la réverbération. Donc, c'est toute une science qui existe et qui devra être intégrée, je pense, dans la planification dans le futur. On écoute nos étudiants aussi qui ont des projets à nous proposer.
Absolument, c'est très rafraîchissant et bravo pour ces initiatives, c'est vraiment inspirant. Merci beaucoup, Dr. Dea, merci. Merci à vous. Les efforts déployés par le Cégep Garneau, tout comme le projet de Québec Ville résiliente, imaginé par 2 étudiants à l'Université Laval, nous permettent d'espérer. L'un parce qu'il nous permet de diminuer dès maintenant la pollution sonore et l'autre parce qu'il nous permet de planifier en amont l'aménagement de nos villes. Alors voilà, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.